Mai 2012, dans les rues opulentes du Triangle d'Or à Paris, là où le désir et l'ambition dansent à chaque coin de rue. C'est ici, au sein de la clinique, le diamant considéré comme le joyau de la chirurgie esthétique française, qu'Élodie Lemaire, l'épouse du célèbre chirurgien et propriétaire de fait, le docteur. Antoine Dubois a disparu sans laisser de traces. Son mari en larmes a déclaré à la police qu'elle avait détourné les fonds de la clinique avant de s'enfuir à l'étranger avec son amant. Les enquêteurs ont épluché les enregistrements de surveillance des aéroports et les relevés bancaires, mais son itinéraire restait un mystère. Elle fut ainsi condamnée par l'opinion publique réduite au rôle d'une traîtresse aveuglée par l'argent puis effacée des mémoires. Mais, comme le dit, l'adage, c'est souvent sous nos yeux que se cache la vérité. Et celle-ci se tairait dans l'endroit le plus proche, le plus inimaginable et le plus macabre qui soit. Durant les 6 années qui suivirent le docteur, Dubois se rendit chaque matin à son cabinet, promettant la beauté à ses patients le cœur, et l'esprit gravé par un secret effroyable, juste derrière lui séparé par une fine cloison, sa femme qu'il avait lui-même emmurée, se transformait lentement en un squelette froid, dans ce lieu où une musique classique flottait sur les sols de marbre étincelant et où se propageait le parfum délicat des diffuseurs, un fin mur de plâtre contenait la puanteur d'une chair en décomposition et les hurlements, silencieux de 6 années d'agonie. Puis en automne 2018, après 6 longues années, un appel anonyme vint briser cette paix macabre. Elle n'est jamais allée à l'aéroport. Démolissez immédiatement le mur du bureau du directeur. Les solides parpaings de béton s'effondrèrent, révélant une cavité étroite. Et dans cette obscurité, on découvrit un squelette blanchi, portant autour de son cou un somptueux collier de diamants. Qui donc l'avait emprisonné dans ce tombeau de béton? Et pourquoi l'informateur silencieux, pendant 6 ans, avait-il choisi ce moment précis pour parler l'histoire des désirs sordides et de la vengeance sanglante que dissimulait ce bâtiment luxueux commence maintenant. Avant de commencer, n'hésitez pas à vous abonner et une journée radieuse vous sera offerte en retour. Le 12 octobre 2018 à 9h du matin, un vent d'automne particulièrement mordant s'engouffrait entre les gratte-ciels de la Défense. Alors que les platanes bordant les avenues laissaient tomber leurs feuilles dorées, un fourgon de la police judiciaire s'arrêta en glissant devant la façade rutilante de la clinique Le Diamant. L'inspecteur principal, Lucas Bernard, esquissa un sourire amer en descendant du véhicule. La scène houleuse qui s'était déroulée la veille dans le bureau du commissaire lui revint en mémoire. « Bordel, Lucas, t'es devenu fou !» Le cri du chef de la brigade criminelle avait fait trembler les vitres du 36 quai des Orfèvres. En plein cœur du quartier des affaires, et dans la clinique la plus en vue de Paris, tu veux démolir le mur d'un établissement privé. Si on ne trouve, ne serait-ce qu'une souris morte là, dedans, c'est toi qui paieras. La facture de la rénovation à plusieurs centaines de milliers d'euros. À ses côtés, le commissaire divisionnaire secouait la tête dépitée. Cette informatrice, elle réapparaît après 6 ans. Ça pourrait être une simple vengeance personnelle. Tu crois vraiment qu'un juge va signer un mandat de perquisition sur la base d'un seul témoignage sans preuve matérielle? Mais l'inspecteur Bernard avait claqué sur le bureau la photocopie d'un vieux carnet que lui avait remis une certaine Manon Garnier. La date des travaux d'agrandissement de la clinique que cette femme a fournie correspond jour pour jour à la date de la disparition d'Élodie Lemaire. Ce n'est pas une coïncidence. Bernard serra les dents et sortit sa carte de police. Si on ne trouve rien, je paie les réparations avec mes indemnités de départ et je rends ma plaque. C'est ainsi, au bord du gouffre, en mettant sa carrière en jeu, qu'il avait obtenu ce simple bout de papier. Bernard se frotta le visage et se tourna vers la femme à ses côtés. Manon Garnier, l'informatrice qui tenait son destin entre ses mains. Malgré son jeune âge, à peine la trentaine, son visage était dépourvu de toute expression. Vous en êtes absolument certain. Si ce n'est pas vrai, vous irez en prison pour dénonciation calomnieuse. Même face à la menace de l'inspecteur, Manon ne s'y a pas. Sa voix, comme si elle racontait l'histoire de quelqu'un d'autre, était dénuée de toute inflexion. Oui, elle est là, dedans, derrière l'armoire encastrée du bureau. Sa voix était pleine d'assurance, mais son ton était d'une régularité effrayante. Bernard cessa de poser des questions, hocha la tête et fit signe à son équipe qui pénétra sans hésiter dans le hall de la clinique.
L'atmosphère sereine du hall fut instantanément balayée par une vague de tension. Le son lourd des chaussures de police martelant le marbre luxueux fit sursauter les patientes qui attendaient leur consultation matinale. Le visage empreint de peur, elles s'écartèrent pour laisser un passage murmurant entre elles. Au milieu de ce tumulte, au bout du couloir, la porte la plus massive et la plus ornée s'ouvrit brusquement. C'était le docteur Antoine Dubois. La quarantaine, il portait une blouse blanche impeccablement repassée, mais son visage était exsangue aussi blanc qu'une feuille de papier. Il tenta de cacher ses mains tremblantes en les fourrant dans ses poches, mais ne put dissimuler le léger frémissement de ses épaules. Que se passe-t-il? Mes patientes attendent. Sa voix se brisa à la fin de sa phrase. L'inspecteur Bernard sortit un document de sa veste et le plaça juste sous le nez du docteur. Mandat de perquisition, veuillez coopérer. Les pupilles d'Antoine Dubois s'agitèrent cherchant une issue. L'instinct de flic de Bernard ne le trompait pas, ce n'était pas la simple surprise de voir la police. C'était le regard typique de celui qui craint de voir un secret inavouable révélé. Les techniciens entrèrent dans le bureau avec leur équipement. Le canapé en cuir de luxe fut poussé sur le côté, et un ouvrier se posta devant l'armoire encastrée désignée par Manon. Il semble y avoir un espace vide derrière. Le sifflement strident d'une perceuse déchira le silence du bureau. Les vis furent retirées et le meuble massif fut tiré vers l'avant, révélant une paroi inconnue. Un panneau de contreplaqué terne grossièrement ajouté qui détonnait avec le reste de la décoration somptueuse. Ce n'est pas le mur d'origine. L'ouvrier se tourna vers Bernard qui déglutit et hocha la tête en silence. Une masse fendit l'air. Crac, au premier coup, le contreplaqué gémit et se fissura. Crac, au deuxième coup, un trou de la taille d'un poing se forma. C'est à cet instant précis. Ar, un air confiné depuis 6 ans s'échappa violemment de l'ouverture. Une odeur âcre piquante, celle de la décomposition des protéines, envahit la pièce. Mettez vos masques, tout le monde un masque. Sur l'ordre pressant du chef de la police scientifique, tous s'empressèrent de mettre un masque, à l'exception du docteur Dubois, qui resta figé sur place, comme cloué au sol. Une fois le contreplaqué entièrement arraché, on put voir dans la cavité étroite et sombre une masse énorme enroulée dans une bâche noire. Des dizaines de couches de film plastique industriel l'enveloppaient si hermétiquement qu'il était impossible d'en deviner le contenu. L'inspecteur Bernard se tourna lentement et fusilla Antoine Dubois du regard. « Docteur Dubois, savez-vous ce que c'est ?» Le médecin recula. Son dos heurta le mur froid et il étouffa un cri de surprise. « Yeah ? Je ne sais pas. C'est la première fois que je vois ça. Je le jure. » Mais alors que les techniciens commençaient à extraire la masse et à retirer le film plastique, son serment se dissipa dans l'air. Le froissement du plastique semblait anormalement fort. Une couche, puis 2. À chaque épaisseur, retirée, l'odeur de mort s'intensifiait. Lorsque le dernier film plastique glissa, même les inspecteurs les plus endurcis retinrent leur souffle. Des os d'un blanc pur. Un squelette entièrement blanchi par des années de confinement dans un espace hermétique était recroquevillé dans une position tragique. Et autour de ses vertèbres cervicales décharné un collier de diamants d'une splendeur éblouissante était accroché, rendant la scène encore plus macabre. Non, non, Antoine Dubois laissa échapper un grognement bestial. Ses jambes se dérobèrent sous lui et il s'effondra sur le sol en se tenant la poitrine. Oh, oh. Son visage vira au violet foncé sous l'effet d'un choc vagal provoqué par une terreur extrême et il se mit à convulser sur le sol. Tout en regardant le squelette, Bernard pesta et appela une ambulance en urgence via sa radio. Au milieu de ce chaos, alors qu'un homme s'effondrait, seuls les gestes des techniciens de la police scientifique restaient calmes et précis. Leurs pinceaux balayèrent la poussière autour du squelette et parmi les débris, un éclat de métal rouillé brilla d'une lueur froide. C'est un scalpel chirurgical. Le technicien souleva le scalpel rouillé avec une pince à épiler et montra les petits grains blancs éparpillés autour. Et ça, c'est du gel de silice, un déshydratant. Ils en ont déversé une grande quantité pour absorber l'humidité de la décomposition. La date de fabrication sur l'emballage indiquait 2012. Le regard de Bernard devint acéré. C'était donc entièrement prémédité. Ils ont tout fait pour qu'aucune odeur ne s'échappe. 2 heures plus tard, un silence pesant régnait dans la salle d'observation adjacente à la salle d'interrogatoire du commissariat du 8e arrondissement.
De l'autre côté de la vitre sans teint, Antoine Dubois était affalé sur sa chaise, l'air d'un homme vidé de son âme. Dans la salle d'observation, Manon Garnier le regardait fixement. L'inspecteur Bernard lui tendit un café soluble dans un gobelet en carton, mais elle l'ignora absorbée par la rédaction de sa déposition. Sa main tenant le stylo ne tremblait pas. Au contraire, elle semblait soulagée comme si elle s'était débarrassée d'un poids qui l'oppressait depuis 6 ans. Cette expression rendait Bernard encore plus méfiant. Pendant ce temps, sur les lieux, un médecin légiste de l'Institut médico-légal examinait le squelette avec une expression perplexe. « Inspecteur, il n'y a aucune trace de traumatisme évident sur les os, aucune marque d'arme contondante ou d'arme blanche. L'asphyxie ou l'empoisonnement sont les causes les plus probables, mais la squelettisation est si avancée qu'il sera difficile de déterminer la cause exacte du décès. À 17h, les abords de la clinique étaient devenus un véritable cirque médiatique. Alertés, on ne sait comment les équipes de télévision et les youtubeurs s'étaient massés en nuit. Un cadavre découvert dans une célèbre clinique esthétique de Paris, disparu depuis 6 ans, la femme du directeur retrouvée sous forme de squelette dans un mur. La réputation éclatante de la clinique Le Diamant s'était effondrée en une seule journée. L'entrée de la clinique, barrée par un cordon de police, avait des allures de maison hantée. L'inspecteur Bernard laissa derrière lui le chaos de la scène de crime et retourna à son bureau pour déplier un dossier poussiéreux. Affaire de la disparition d'Élodie Lemaire, 2012. L'affaire qu'il avait lui-même classée 6 ans plus tôt. Sur la déposition jaunie, l'écriture d'Antoine Dubois agressa ses yeux. « Ma femme a fait ses valises et est partie. Je l'ai vue partir avec une grande valise. » Bernard frappa le bureau du plat de la main et cracha dégoûté. Un tissu de mensonge. Élodie Lemaire n'avait jamais fait ses valises. Depuis 6 ans, elle était restée la prisonnière transformée en squelette froid dans le mur même du cabinet où son mari riait et discutait chaque jour avec ses patients. Mais une autre question plus obsédante tournait dans l'esprit de Bernard. Son regard s'arrêta sur le nom de l'informatrice, Manon Garnier, inscrit au bas de la déposition. Pourquoi diable cette femme a-t-elle parlé maintenant? Après un si long silence de 6 ans, pourquoi avoir tout révélé aujourd'hui? De plus, elle connaissait l'emplacement du corps avec une précision déconcertante, comme si elle avait assisté à la construction de ce mur. Bernard s'adossa profondément dans son fauteuil et fixa le plafond. La lumière du néon vacillait. Demain, la vraie guerre commence. D'un côté, Antoine Dubois muet comme une carpe. De l'autre, Manon Garnier, insondable. Il était temps d'exhumer cette terrible vérité enterrée dans un mur depuis 6 ans. Le lendemain matin, la porte du bureau de la brigade criminelle s'ouvrit doucement. Au milieu de l'agitation des inspecteurs Manon Garnier, la femme de la veille fit son apparition. Elle tenait à la main une clé USB noire pas plus grande qu'un pouce. Bernard posa le sandwich qu'il était en train de manger et la regarda d'un air interrogateur. « Si vous regardez ça, vous saurez ce qui s'est passé cette nuit-là dans cette salle d'opération. » Manon posa la clé USB sur le bureau de l'inspecteur. Bernard la prit, l'examina sous toutes les coutures et demanda « Qu'est-ce que c'est ?» C'est la vidéo de la caméra qu'Élodie avait installée en cachette dans un coin de la salle d'opération pour surveiller son mari. J'en avais fait une copie de sauvegarde à l'insu du directeur. La voix de Manon était toujours d'un calme effrayant. Sans plus attendre, Bernard brancha la clé sur son ordinateur. Un dossier s'ouvrit sur l'écran, révélant un fichier vidéo nommé 04052012220. Bernard double-cliqua et la scène de cette nuit d'il y a 6 ans remplit l'écran. 4 mai 2012 tard dans la nuit. Salle d'opération Nunugra 1 de la clinique Le Diamant. La pièce n'était éclairée que par la lumière froide et bleutée d'un ciel éthique. En dessous, Élodie Lemaire, lourdement maquillée et vêtue d'une robe de créateur, se tenait à côté de la table d'opération. Son regard était vide, comme si elle était possédée, mais sa voix était tranchante. « Tu trembles encore, espèce d'incapable, arrête de trembler !» cria-t-elle en pointant un doigt accusateur vers Antoine Dubois qui se tenait en face d'elle. Antoine, une seringue à la main, tremblait comme une feuille et gardait la tête baissée. « Pardon ma chérie, je ne suis pas en forme ces derniers temps. Laisse tomber tes excuses. Fais le vide, ça m'énerve. Donne, je vais me le faire moi-même. » Élodie tenta d'arracher la seringue des mains d'Antoine. Terrifié, il recula. « Non, c'est dangereux. Si on se trompe dans le dosage, ça peut très mal finir. » « Dangereux, mon aime. Le plus dangereux, c'est toi qui trembles comme ça. Allez,
Élodie, agacée, s'allongea sur la table d'opération et tendit son bras blanc. Le visage défait, Antoine reprit la seringue à contre-cœur. Fais vraiment attention. Se produit une fois qu'il est. Au moment même où Antoine approchait l'aiguille du bras d'Élodie, la vidéo se coupa net. L'écran devint noir. « Il n'y a pas de suite ?» demanda Bernard, le regard rivé sur l'écran, avant de se tourner vers Manon. Elle secoua la tête impassible. La caméra a dû tomber en panne. Le lendemain, elle ne fonctionnait plus du tout. Bernard rembobina la vidéo au début. Il analysa image par image la scène où Antoine hésitait avec la seringue, la scène où Élodie criait. Il mit la vidéo sur pause et fusilla Manon du regard. « Mademoiselle Garnier, jusqu'à quelle heure êtes-vous restée à la clinique cette nuit-là »« J'ai fini à 18h. J'avais un rendez-vous, alors je suis partie un peu plus tôt que d'habitude. » Bernard sortit le dossier de l'enquête d'il y a 6 ans de son tiroir. Sur le papier jauni, la déposition d'Antoine Dubois était écrite. « J'ai classé le dossier seul dans mon bureau jusqu'à 22h. Bernard Tricana. » D'après la vidéo, à cette heure-là, Antoine ne tenait pas de dossier, mais une seringue en pleine dispute avec sa femme. C'était une fabrication d'alibi évidente. Bernard se leva d'un bond et appela un de ses collègues. « Martel en route tout de suite. On procède à l'arrestation immédiate d'Antoine Dubois. » À 14h, Antoine Dubois, menottes au poignet, fut escorté par les inspecteurs dans les couloirs du commissariat. Il semblait avoir vieilli de 10 ans en une seule journée. Son visage était hagard et des cernes noires marquaient ses yeux. Il évitait le regard des enquêteurs, les épaules rentrées. Pendant ce temps, l'inspecteur Martel était parti sur les traces du passé, interrogeant le vieux gardien de l'immeuble de la clinique. Il frappa à la fenêtre de la loge et un gardien aux cheveux blancs, après avoir baissé ses lunettes, lui répondit « Monsieur, vous souvenez-vous de la nuit du 4 mai 2012 ?» Le gardien fixa un instant le vide, puis se frappa le genou. « Ah, bien sûr que je m'en souviens. Ce soir-là, le directeur a eu un comportement très étrange. Étrange, pouvez-vous être plus précis? Il devait être environ 23 heures. Il suait à grosses gouttes et traînait une énorme valise en pénible. Et il a pris les escaliers alors qu'il y a un ascenseur. » Le gardien se remémora la scène en secouant la tête. La valise était grande comme une malle de voyage, assez grande pour qu'une personne puisse s'y recroqueviller. Le bruit des roulettes était assourdissant. Martel retourna immédiatement au commissariat pour faire son rapport. L'inspecteur Bernard, debout devant une carte affichée sur un tableau blanc, était plongé dans ses pensées, le front plissé. C'est bizarre. Le corps était dans le mur de la clinique. Alors qu'est-ce qu'il y avait dans cette valise qu'Antoine Dubois traînait en pleine nuit en suant, marmonna-t-il en faisant cliqueter son stylo. Si son intention avait été de se débarrasser du corps avec la valise, le corps ne serait pas resté à la clinique. À ce moment, l'inspecteur Martel revint en courant avec quelques feuilles imprimées. « Chef, on a récupéré les données GPS du véhicule d'Antoine Dubois d'il y a 6 ans. Le 5 mai, à 2h du matin, il a stationné pendant 1 heure à l'entrée d'une forêt près de l'aéroport Roissy-Charles de Gaulle. Une forêt vous avez fouillé? Oui. On a eu le renfort de la gendarmerie de l'Oise, on a tout ratissé mais rien. Pas la moindre trace de terre retournée. » Bernard sentit une migraine poindre et se massa les tempes. Le corps est dans le mur de la clinique et le mari se promène en pleine nuit dans une forêt avec une valise vide. Les pièces du puzzle ne s'emboîtaient pas. Soudain, le chef de l'unité de police technique et scientifique pointa son écran et s'écria « Chef, regardez ça. C'est une vidéo de surveillance restaurée d'une supérette de nuit il y a 6 ans. » La date à l'écran indiquait le 5 mai 7h du matin. Une femme portant un trench coat beige le même que celui qu'Élodie aimait porter entrait dans la supérette acheter de l'eau et des chewing-gums. Son chapeau était enfoncé sur sa tête et elle portait un masque rendant son visage invisible, mais sa tenue était sans équivoque celle d'Élodie. C'est à cause de ça qu'on avait conclu à une simple fugue. Parce qu'on l'avait vue vivante sur une vidéo, dit Bernard en soupirant. Mais le chef de l'unité secoua la tête et zooma sur l'image. Regardez bien, on a passé l'image au logiciel d'analyse anthropométrique. Cette femme est plus petite qu'Élodie Lemaire, d'au moins 5 cm. Ses épaules sont aussi plus étroites. Bernard se pencha comme pour être aspiré par l'écran. Effectivement, les manches du trench coat semblaient trop longues, couvrant le dos de ses mains. Elle avait l'air mal à l'aise, comme si elle portait les vêtements de quelqu'un d'autre. Quelqu'un s'est fait passer pour Élodie Lemaire. Pour créer un alibi, conclut Bernard, le regard brillant d'une lueur féroce. Au même moment, au parloir du dépôt.
Antoine Dubois, incapable de cacher sa nervosité, grattait la table avec ses ongles. En face de lui, son avocat maître de la Croix le regarda par-dessus ses dossiers. « Docteur Dubois, calmez-vous. Vous pouvez exercer votre droit au silence. Ce n'est pas le problème. Manon. Est-ce que Manon a parlé? Qu'est-ce qu'elle a dit à la police ?» La voix d'Antoine tremblait. L'avocat fronça les sourcils devant la réaction excessive de son client. Mademoiselle Garnier, elle, n'est que l'informatrice. Pourquoi vous préoccupez-vous autant d'elle? Non, vous ne comprenez pas. Ce n'est pas ça. Antoine se prit la tête entre les mains et la cogna contre la table. Son dos était trempé de sueur froide. Ce n'était pas la simple peur de voir son crime révélé. Une terreur bien plus grande semblait l'écraser. Peu de temps après, en salle d'interrogatoire, Bernard était assis en face d'Antoine Dubois. Seule la lumière d'une lampe de bureau vacillait sur la table. Bernard le fixa droit dans les yeux et gronda à voix basse. « Docteur Dubois, cette nuit-là, qu'est-ce que vous transportiez dans cette lourde valise ?» Antoine serra les lèvres et fixa le sol. « Et qu'est-ce que vous êtes allé enterrer dans cette forêt ?» Le corps était à la clinique, alors pourquoi diable êtes-vous allé dans les bois? La respiration d'Antoine devint haletante, mais il gardait le silence. Cependant, ses yeux fuyants trahissaient une anxiété extrême. Dans ce silence, Bernard perçut une nuance étrange. Ce n'était pas le silence de quelqu'un qui cherche à cacher son propre crime. C'était le silence de quelqu'un qui protège farouchement une autre personne ou qui la craint. Bernard se pencha en avant et murmura à son oreille. « Vous n'étiez pas seul, n'est-ce pas? Quelqu'un vous a aidé. Cette femme dans la supérette, c'était qui ?» Les épaules d'Antoine sursautèrent. N'ayant pas manqué sa réaction, Bernard en fut certain. Élodie Lemaire était morte à la clinique. Antoine Dubois avait erré dans une forêt avec une valise vide et une tierce personne portant les vêtements d'Élodie s'était promenée dans les rues. Tout cela ne pouvait pas être le plan d'une seule personne. Derrière les ombres de cette affaire se cachait un autre architecte, un cerveau que la police ne connaissait pas encore. Troisième jour de l'enquête. L'air était lourd dans les bureaux de la brigade criminelle. L'inspecteur Martel déposa une pile de dossiers épais sur le bureau de Bernard avec un bruit sourd. Il avait passé la nuit à se battre avec les banques, ses yeux étaient cernés, mais son regard était plus vif que jamais. « Chef, regardez-moi ça. Plus on creuse plus, c'est hallucinant. » Martel feuilleta le document pointant les relevés bancaires d'Élodie Lemaire. 7 comptes au nom d'Élodie Lemaire, mais ce sont des comptes écrans. Une partie des revenus de la clinique y était discrètement mais massivement transférée. Pour l'instant, on a identifié plus de 5 millions d'euros. Elle falsifiait le chiffre d'affaires de la clinique pour détourner de l'argent. Bernard Bouche-Bée examina les chiffres. Il y avait tellement de zéros qu'il était difficile de les compter. Martel ne s'arrêta pas là. Il sortit d'une enveloppe scellée un petit carnet de cuir noir retrouvé dans le coffre-fort secret d'Élodie. Mais la vraie bombe, la voici. Regardez le contenu de ce carnet. Bernard feuilleta le carnet et découvrit des codes énigmatiques. P4, 05, député K, P12, 06 PDG S. 28, 07, actrice L. Le P doit signifier propofol. Les chiffres derrière sont des dates, mais les noms à côté. Martel baissa la voix et regarda autour de lui. Un député, le PDG d'une entreprise du CAC 40, une star de cinéma. Des personnalités très en vue en France. Bernard en resta pantois. Élodie ne se contentait pas de détourner de l'argent. Elle utilisait une drogue interdite comme appât pour obtenir des informations compromettantes sur des personnalités influentes et s'en servait comme d'une arme pour leur extorquer encore plus d'argent. C'était un jeu dangereux, une partie de poker où elle misait sa propre vie. À ce moment, la porte du bureau s'ouvrit brusquement et un homme en costume élégant entra. C'était Julien Lemaire, le frère cadet d'Élodie. Malgré son costume de luxe et sa montre étincelante, son visage trahissait une fatigue et une nervosité évidente. « Inspecteur, vous vouliez me voir, où en est l'affaire de ma sœur ?» demanda-t-il d'un ton arrogant en s'asseyant lourdement sur une chaise. Bernard le dévisagea et prit la parole lentement. « Monsieur le maire, étiez-vous au courant des fonds occultes que gérait votre sœur ?» Les yeux de Julien vacillèrent un instant. Il se racla la gorge et détourna le regard. « Disons que je m'en doutais. Ma sœur était très cupide, je savais qu'elle mettait de l'argent de la clinique de côté, mais je ne connais pas les montants exacts. Si votre sœur venait à disparaître, la gestion de cette fortune considérable reviendrait également à vous, son seul parent de sang, n'est-ce pas ?» Lorsque Bernard toucha un point sensible, le visage de Julien passa du rouge au violet. « Qu'est-ce que vous insinuez ?
que j'aurais fait quelque chose à ma sœur pour de l'argent. Si ce n'est pas le cas, répondez-moi. Franchement, sa disparition ne vous a-t-elle pas soulagé? Face à la question directe de l'inspecteur, Julien se mordit les lèvres. Après un court silence, il répondit d'une voix contenue. Oui, franchement, j'avais peur de ma sœur. Elle tenait les cordons de la bourse et me traitait comme son larbin. Mais je ne l'ai pas tuée. Et quelles étaient vos relations avec votre beau-frère, le docteur Dubois? Au nom d'Antoine Dubois, le visage de Julien se crispa de mépris. Mon beau-frère, c'est à peine si on peut l'appeler médecin. Ce trembleur, il tremble tellement qu'il ne peut même pas tenir un scalpel correctement et il se prétend directeur. Vous savez, les opérations à la clinique, c'est un certain monsieur Moreau qui les fait toutes. Les yeux des inspecteurs s'écarquillèrent. Bernard se pencha en avant et demanda. Un autre chirurgien, vous parlez de chirurgie par procuration. Exactement. Mon beau-frère ne fait que les consultations. Une fois le patient anesthésié, il s'éclipse. C'est un certain Stéphane Moreau, un médecin sans licence qui prend le relais et opère. Julien déversa son secret comme si un barrage venait de céder. Ma sœur était au courant de tout. Elle le tenait par cette faiblesse et le faisait chanter le traitant comme un esclave. Elle ne le payait même pas correctement. L'équipe d'enquêteurs se lança immédiatement à la recherche de ce chirurgien de l'ombre Stéphane Moreau. En analysant minutieusement les registres d'entrée de la clinique, ils confirmèrent qu'il était resté sur place jusqu'à 23h30 le soir du crime, le 4 mai 2012. À 15h, l'équipe arriva devant un studio miteux dans une tour du 13e arrondissement. Quand ils sonnèrent, un homme d'une trentaine d'années, les cheveux en désordre et le regard hagard, ouvrit la porte. Il était difficile de croire que cet homme à l'allure misérable était l'amant de Dieu qui soutenait la prestigieuse clinique esthétique. Stéphane Moreau, vous êtes en état d'arrestation pour exercice illégal de la médecine et suspicion d'homicide. Lorsque Bernard lui présenta le mandat, Stéphane Moreau baissa la tête avec une expression résignée comme s'il s'y attendait. Je savais que ce jour finirait par arriver. Les inspecteurs commencèrent à fouiller le petit studio. Des boîtes de nouilles instantanées et des bouteilles d'alcool jonchaient le sol. Peu après, l'inspecteur Martel découvrit un vieil enregistreur au fond d'un tiroir de bureau. « Qu'est-ce que c'est » demanda Martel en brandissant l'appareil. Le visage de Stéphane Moreau devint livide. « Ce sont des enregistrements que j'ai faits en cachette quand Élodie Lemaire me menaçait. » Bernard appuya sur le bouton lecture. Après quelques grésillements, la voix froide et acérée d'Élodie emplit le studio. « Stéphane, ressaisis-toi. Le fait que tu opères sans licence. Si je le dis à la police, tu es fini. Si tu ne veux pas aller en prison, fais ce que je te dis. De l'argent ne me fait pas rire. Estime-toi heureux que je te nourrisse. » Ensuite, on entendit la voix suppliante et désespérée de Stéphane Moreau. « Madame, s'il vous plaît, au moins les frais d'hôpital pour ma mère. La ferme, si t'es pas content, casse-toi. » L'enregistrement s'arrêta brusquement. Bernard fixa Stéphane Moreau d'un regard glacial. Quels étaient vos sentiments à l'égard d'Élodie Lemaire? Stéphane serra les poings. Les veines bleues saillirent sur le dos de sa main. Je voulais la tuer. Non, la haine que je ressentais était si forte que même la dévorer n'aurait pas suffi. Elle ne me considérait pas comme un être humain, mais comme une simple pièce de machine. Ce soir-là, Manon Garnier se présenta de nouveau au commissariat pour un complément d'enquête. Bernard lui offrit un café et demanda nonchalamment « Mademoiselle Garnier, y a-t-il eu autre chose d'inhabituel le soir du 4 mai ?» Manon plissa les yeux comme pour fouiller dans sa mémoire. « Ah, maintenant que vous le dites, juste avant de partir, j'ai entendu une grosse dispute dans le couloir de la salle d'opération. Qui se disputait? Il me semble que c'était Monsieur Moreau et le directeur. Monsieur Moreau criait qu'il n'en pouvait plus et le directeur hurlait en retour, lui demandant s'il était en train de le menacer. Vers quelle heure c'était? Aux alentours de 20h30. L'ambiance était si tendue que j'ai eu peur et je suis parti rapidement. Sur le tableau blanc de l'équipe d'enquête, les photos de 3 suspects potentiels étaient maintenant affichées. Le mari Antoine Dubois, qui aurait pu exploser sous le mépris de sa femme. Le chirurgien de l'ombre Stéphane Moreau, exploité comme un esclave et nourrissant une haine profonde. Le frère Julien Lemaire, qui convoitait les fonds occultes de sa sœur. Tous avaient une raison suffisante en mobile pour vouloir la mort d'Élodie Lemaire. Un véritable nid de vipères. N'importe lequel d'entre eux aurait pu la tuer, ça n'aurait rien d'étonnant, soupira Martel en se grattant la tête. Pendant ce temps, au dépôt, l'état d'Antoine Dubois se dégradait de plus en plus. Recroquevillé dans un coin, il transpirait abondamment et marmonnait « ce médicament blanc. C'est à cause de ça qu'ils sont tous morts.
Il se mit à se cogner la tête contre le mur de manière convulsive. Ses mains tremblaient de façon incontrôlable, comme si elles dansaient. Gardien, appelez une équipe médicale. Le suspect a un comportement étrange, cria Bernard en regardant l'écran de surveillance. Les symptômes d'Antoine Dubois n'étaient pas ceux d'une simple anxiété. C'étaient les signes évidents d'un syndrome de sevrage médicamenteux. Le lendemain matin, Bernard triait les effets personnels d'Élodie Lemaire dans la salle des scellés. Des sacs de luxe et des bijoux étincelants témoignaient de sa vie opulente. Au milieu de ce brick, A braque un petit agenda rouge attira son attention. Il l'ouvrit et découvrit des notes écrites de la main d'Élodie d'une écriture rageuse. C'était moins un journal intime qu'un recueil de malédictions. Stéphane Moreau, ce type, son regard a changé ces derniers temps. Il faut le mater davantage. Antoine, cet imbécile, a encore fait une erreur au bloc. Un bon à rien. Julien pleurniche encore pour de l'argent. Une vraie sangsue. Chaque page était remplie de mépris et de venin envers son entourage. Elle avait elle-même provoqué son isolement. Mais en tournant la dernière page, la main de Bernard s'arrêta. La date était celle de sa disparition le 4 mai. Une courte phrase y était écrite d'une main tremblante. M m'observe. Je crois qu'elle a tout deviné. Je dois faire attention. M. Bernard fronça les sourcils et appela Martel. Martel, viens voir. À ton avis, qui est ce M? Martel regarda l'agenda et pencha la tête. Aucune idée. Moreau ou le M de Manon. Ou une troisième personne qu'on ne connaît pas encore. Ce ne peut être pas une simple initiale. C'est la personne dont Élodie se méfiait le plus. Celle qu'elle craignait jusqu'à la fin. C'est ce monsieur. Bernard prit une cigarette puis la reposa sur son bureau sans l'allumer. L'affaire s'enfonçait de plus en plus dans un labyrinthe. Élodie Lemaire régnait comme une reine dans une forteresse bâtie sur la cupidité, mais à l'intérieur de ses murs, tout le monde était son ennemi. Son mari, son frère, son collègue, et cet inconnu M. Derrière les néons éclatants de Paris, au bout de cette sordide chaîne alimentaire qui se tenait vraiment, Bernard caressa du doigt la lettre sur le coin de l'agenda, le regard acéré, tourné vers cet ennemi invisible. Une semaine après le début de l'enquête, un rapport de l'Institut médico-légal de Paris changea radicalement l'atmosphère au sein de la brigade. Alors que l'aube bleutée commençait à poindre un agent de l'IML, entra en courant dans le bureau une enveloppe à la main. « Chef, on a les résultats de l'analyse détaillée du scalpel trouvé sur place. » Bernard posa son gobelet de café froid et s'empara du rapport. En tournant la première page, deux mots imprimés en rouge lui sautèrent aux yeux correspondance positive. Des traces de sang infimes ont été détectées sur la lame du scalpel rouillé. L'analyse ADN correspond parfaitement à celle de Stéphane Moreau. Vous en êtes certain? La marge d'erreur est de 0,1%. C'est irréfutable. Les sourcils de Bernard se froncèrent. De l'ADN d'un suspect sur l'arme du crime, trouvé juste à côté du corps, équivalait pratiquement à clore l'enquête. Cependant, avant même que le rapport ne soit officiellement versé au dossier, l'information fuita, on ne sait comment, et se retrouva dans les médias. Ce soir-là, le présentateur du journal télévisé annonça la nouvelle d'un ton pressé. L'image changea, et Vincent Roche, un journaliste réputé pour ses scoops sensationnalistes, prit la parole, le micro à la main, postillonnant d'excitation. « Oui, je suis en direct devant le commissariat du 8e arrondissement. Selon des informations exclusives obtenues par notre rédaction, l'ADN du chirurgien fantôme M. Moreau a été retrouvé sur l'arme du crime découverte, près du corps emmuré. Derrière lui, sur fond de flash d'appareil photo, un bandeau rouge défilait est la vengeance sanglante du chirurgien de Londres. La colère refoulée de ce médecin sans licence, contraint de vivre pendant des années dans l'ombre du directeur, semble avoir explosé en un crime tragique. La police considère M. Moreau comme le principal suspect. Dès la diffusion du reportage, l'opinion publique s'enflamma. Les portails d'information en ligne furent inondés de commentaires accusant Stéphane Moreau et son modeste studio fut assiégé par les youtubeurs et les journalistes. Le lendemain matin, Stéphane Moreau, le visage dissimulé sous un chapeau, se présenta de lui-même au commissariat. En une nuit, il avait terriblement maigri. Assis dans la salle d'interrogatoire, il clama son innocence. « Inspecteur, je vous le jure, ce n'est pas moi. Je n'ai pas touché un seul cheveu de Madame Lemaire. » Bernard claqua le rapport ADN sur la table et demanda froidement « Alors expliquez-moi ça. Pourquoi trouve-t-on votre sang sur le scalpel à côté du corps? C'est un fantôme qui l'a mis là. C'est que... » Stéphane se frappa la poitrine de frustration.
Ce jour-là, dans l'après-midi, je me suis coupé la main par accident en opérant. J'étais tellement occupé à arrêter le saignement et à mettre un pansement que j'ai complètement oublié ce scalpel et je l'ai laissé sur le plateau à côté de la table d'opération. Il tendit sa main tremblante. Au bout de son index, malgré les 6 années écoulées, une fine cicatrice blanche était encore visible. Mais l'expression de Bernard resta inchangée. « Vous avez dit être parti à 20h ce soir-là. Quelqu'un peut le confirmer. » Je suis parti seul. Les caméras de surveillance ont dû être effacées depuis. La voix de Stéphane s'éteignit et il baissa la tête. Pas d'alibi, mais une preuve accablante. Toutes les circonstances le désignaient comme le coupable. Au même moment, dans la salle d'attente de la clinique, la télévision diffusait une émission de débat en direct. À l'écran, Manon Garnier, vêtue d'un tailleur noir, était assise l'air affligé. Le présentateur lui tendit le micro avec précaution. Mademoiselle Garnier, quelle était l'ambiance à la clinique à l'époque ? Manon tamponna ses yeux avec un mouchoir et prit la parole d'une voix tremblante. Le docteur Dubois est une personne d'une bonté rare. Il est incapable de faire du mal à une mouche, c'est quelqu'un de si doux et fragile. Elle marqua une pause et soupira. Mais Monsieur Moreau était différent. Il était grand et très fort. Parfois, quand il se mettait en colère et jetait les instruments au bloc, moi j'avais peur et je m'enfuyais. Vous pensez donc qu'il est possible que M. Moreau ait été l'instigateur du crime ? Suite à la question suggestive du journaliste, Manon baissa la tête, laissant planer le doute. Je ne sais pas, mais une personne impulsive et violente, n'aurait-elle pas plus tendance à prendre les devants ? Le directeur a probablement eu peur et a obéi aux ordres. Son interview mit le feu aux poudres. Le public considérait désormais Stéphane Moreau comme l'auteur principal et Antoine Dubois comme son complice terrifié et commença à leur jeter la pierre. Mais Bernard ne manqua pas de remarquer le regard de Manon Garnier à l'écran. Elle pleurait, mais ses lèvres étaient étrangement serrées, une expression double et troublante. Pendant ce temps, l'inspecteur Martel avait retrouvé le chef de chantier qui s'était occupé de la rénovation de la clinique 6 ans plus tôt et menait une enquête sur le terrain. Rencontré dans un coin poussiéreux d'un chantier, le chef de chantier, la cinquantaine, alluma une cigarette et se souvint parfaitement de cette époque. Ah, le directeur de cette clinique, je m'en souviens. Il était très pointilleux et puis soudain, il m'a glissé une enveloppe. Une enveloppe combien ? 3 000 € en liquide. Et il m'a demandé de ne pas toucher à la cloison derrière l'armoire de son bureau, mais de simplement ajouter un panneau de contreplaqué par-dessus pour finir le travail. Il a insisté pour boucher l'espace même s'il en restait. Les yeux de Martel s'illuminèrent. Vous n'avez pas trouvé ça bizarre en travaillant ? Si c'était louche. Il y avait une sorte d'odeur de pourriture qui venait de là. Mais bon, il me donna plus d'argent, alors j'ai fait ce qu'il m'a dit et j'ai gardé le silence. Ce témoignage était crucial. Si Stéphane Moreau était le coupable, pourquoi Antoine Dubois aurait-il dépensé une fortune pour superviser lui-même la dissimulation du corps ? C'était la preuve irréfutable qu'Antoine Dubois avait orchestré la dissimulation du cadavre. Le cours de l'enquête bascula à nouveau. Bernard se tenait devant le tableau blanc, passant une main dans ses cheveux en désordre. Quelque chose n'allait pas. Pourquoi Manon ment-elle ? D'abord, elle a donné une interview qui semblait accuser Stéphane Moreau. Mais maintenant qu'une preuve accablante contre Antoine Dubois émergeait, elle changeait étrangement de tactique, semant la confusion. C'est étrange. C'est comme si elle nous guidait vers une fausse piste, marmonna Bernard pour lui-même. C'est alors qu'un grand bruit suivi d'un cri retentit du côté des cellules de garde à vue. Les inspecteurs se précipitèrent dans le couloir. Dans sa cellule, Antoine Dubois se roulait par terre en pleine crise. Ah, ce n'est pas moi tout seul, je n'aurais jamais pu le faire seul. C'est cette femme, c'est elle qui m'a ordonné. Les gardiens se jetèrent sur lui pour le maîtriser, mais Antoine de l'écume aux lèvres agitait les bras dans le vide. Ses yeux étaient révulsés par la terreur. L'avocat, appelez mon avocat, je vais tout dire. À 15h, un entretien d'urgence fut organisé. De l'autre côté de la vitre du parloir, Antoine Dubois, les mains tremblantes, griffonnait frénétiquement quelque chose sur un bout de papier. L'avocat, après avoir reçu la note, fronça les sourcils. « Docteur, qu'est-ce que c'est » La note ne contenait ni aveu ni testament, mais des symboles complexes et désordonnés. KSCN, Croix Huito, MGSO4. Qu'est-ce que ça veut dire ? Des formules chimiques. Malgré la question de son avocat, Antoine garda le silence, les yeux injectés de sang fixés sur le vide. C'était sa dernière bouée de sauvetage, un cri silencieux. Cette nuit-là, dans le bureau vide, Bernard,
Sous la seule lumière de sa lampe, tripotait à nouveau la clé USB que Manon lui avait donnée. L'intuition d'un flic est parfois plus redoutable que celle d'une femme. Il appela Martel. Martel renvoie ça à la cybercriminalité. Pas une simple copie, je veux une analyse forensique complète. Qu'ils raclent tout ce qu'ils peuvent. 2 jours plus tard, les résultats de l'analyse confirmèrent les soupçons de Bernard. L'analyste assis devant son écran montra un graphique d'un air grave. Chef bingo. L'analyse des données de la vidéo originale montre une rupture dans la chronologie. Il y a une partie qui a été effacée? Oui. La fin de la vidéo, environ 10 minutes juste après qu'Antoine Dubois a pris la seringue, a été supprimée artificiellement. Ce n'est pas le travail d'un pro, on voit que ça a été fait à la va-vite. Bernard frappa sur son bureau. C'est possible de la récupérer. Il reste des fragments de données, on devrait pouvoir en restaurer une partie. Ça va prendre un peu de temps. Bernard se leva brusquement. Dehors, les néons de la défense clignotaient moqueurs. Toutes les pièces du puzzle commençaient à s'assembler. L'ADN de Stéphane Moreau sur le scalpel n'était qu'un leurre pour détourner l'attention. Les larmes et l'interview de Manon Garnier n'étaient qu'un écran de fumée pour manipuler l'opinion publique. Et les formules chimiques énigmatiques laissées par Antoine Dubois. Stéphane Moreau était une fausse piste, un appât qu'on nous a jeté pour nous faire perdre notre temps. Le vrai coupable caché dans l'ombre tirait les ficelles de cette affaire comme un joueur d'échecs. Les 10 minutes de vidéo effacées. Dans ce temps manquant se cachait la vérité sur la fin d'Élodie Lemaire recroquevillée dans une souffrance insoutenable. Bernard sortit de sa poche la note d'Antoine Dubois et la déplia à nouveau. Chlorure de potassium alcool isopropylique. Ce n'était pas de simples médicaments. C'était la formule d'un cocktail mortel méticuleusement calculé pour ôter la vie à quelqu'un. Attends un peu. La vérité de ces 10 minutes, je vais la faire sortir, c'est une promesse. Le regard de Bernard devint aussi froid et perçant que celui d'un prédateur traquant sa proie. 10 jours après le début de l'enquête, Antoine Dubois, jusqu'alors muré dans le silence, se mit enfin à parler. Sa voix qui brisa l'air lourd de la salle d'interrogatoire était à peine audible, fragile, comme un murmure de moustique. C'est moi qui ai tué ma femme. Il baissa la tête, la voix tremblante. En face de lui, les regards de l'inspecteur Bernard et de Martel se croisèrent vifs comme l'éclair. Bernard se pencha lentement en avant et demanda d'un ton calme « Comment l'avez-vous tué ?» Antoine se frotta le visage avec ses mains. À travers ses doigts, on pouvait voir ses yeux injectés de sang, son regard errant dans le vide. C'était un accident. Je ne l'ai vraiment pas fait exprès. J'ai mis trop de produits. Quel produit, en quelle quantité, soyez précis. À la question de Bernard, les lèvres d'Antoine se mirent à trembler et il bégaya. C'était du propofol. Non peu. Être de la lidocaïne. J'ai mélangé d'autres choses, mais je ne me souviens plus bien. J'étais complètement perdu. Antoine Dubois divaguait. Il affirmait d'abord avoir utilisé un somnifère, puis un anesthésiant, changeant constamment sa version. Qu'il ne se souvienne pas de l'arme de son propre crime était difficilement concevable. Le lendemain matin, une reconstitution fut organisée. Une tension palpable régnait dans le bureau du directeur de la clinique, le diamant désormais bouclé par un cordon de police jaune. Antoine, les mains menottées et couvertes d'un tissu, fut conduit par les inspecteurs au centre de ce bureau où il s'était assis chaque jour. Malgré le flash des appareils photo, il n'osa pas lever la tête. « Bien, montrez-nous comment vous vous êtes débarrassé du corps. » Bernard désigna l'espace sombre derrière l'armoire arrachée. Antoine s'approcha en hésitant, les pas mal assurés. Il y avait un espace, ici, alors je l'ai poussé dedans. Un espace. Comment avez-vous créé cette cavité ? C'était un mur plein à l'origine. Bernard pointa du doigt la partie découpée du mur, insistant. Percer un mur en parpaing nécessitait un équipement professionnel. Je crois que c'était déjà là. Je ne sais pas trop. Antoine, en sueur, bafouillait. On aurait dit un élève récitant une leçon apprise par cœur et non l'auteur des faits. Bernard secoua la tête dégoûtée. Il ment. Ce n'est pas lui qui l'a fait. C'est alors qu'un appel urgent de l'Institut médico-légal arriva. Le légiste présent sur les lieux tendit à Bernard le rapport d'autopsie finale qui venait d'arriver. Chef, impossible de déterminer la cause du décès. Quoi, et les analyses toxicologiques? C'est là le problème. Aucune trace de poison n'a été retrouvée sur les os. Il n'y a aucune preuve matérielle pour étayer la thèse de l'overdose médicamenteuse avancée par Dubois. Une quantité suffisante pour s'imprégner dans les os aurait laissé des traces. Bernard sentit une migraine le prendre et se massa les tempes.
Les aveux et les preuves matérielles étaient en contradiction flagrante. Le coupable avouait avoir tué, mais le corps disait le contraire. Une situation pour le moins étrange. À 15 heures après la reconstitution et un entretien avec son avocat Antoine Dubois traversait le couloir escorté par les enquêteurs. C'est alors qu'il croisa Manon Garnier venue pour un complément d'enquête. Vêtue d'un tailleur noir, elle s'approchait au rythme régulier de ses talons. L'espace d'un instant fugace, ils se croisèrent dans le couloir étroit. Manon inclina légèrement la tête vers Antoine et murmura, sans émettre un son en articulant avec ses lèvres. « Ne vous inquiétez pas. » Antoine comprit et laissa échapper un grand soupir de soulagement, hochant la tête, comme un fidèle recevant la promesse de son sauveur. Mais Bernard, qui observait la scène, ne manqua pas la véritable expression qui se cacha derrière ce geste. Aussitôt, Antoine passait le regard de Manon devint glacial. Ce n'était pas le regard tendre d'une amante inquiète. C'était le regard froid et sec d'une gardienne vérifiant que son pion sur l'échiquier se déplaçait comme prévu. Pendant ce temps, l'inspecteur Martel passait ses nuits à éplucher le passé de Manon Garnier. Au milieu d'une montagne de dossiers, alors qu'il se frottait les yeux, il se leva brusquement. « Chef, regardez ça. J'ai trouvé... » Martel se précipita vers Bernard avec un relevé de l'assurance maladie. Manon Garnier a subi une intervention chirurgicale il y a 7 ans dans une clinique gynécologique du 15e arrondissement. Quelle intervention? Une interruption volontaire de grossesse. Mais regardez la signature du tuteur légal. Là où Martel pointait du doigt, un nom familier était griffonné Élodie Lemaire. Bernard écarquilla les yeux. Élodie Lemaire a forcé Manon à se faire opérer. Une employée est enceinte et c'est sa patronne qui signe l'autorisation. Oui, les circonstances suggèrent fortement une contrainte. À l'époque, mademoiselle Garnier n'était pas mariée et selon les témoignages du personnel de la clinique juste avant madame Lemaire, l'avait convoquée dans son bureau et l'avait harcelée sans relâche. Ce n'était pas une simple relation employeur-employé. C'était la relation entre une femme qui avait forcé une autre à avorter de son enfant et celle qui avait dû s'allonger sur cette table d'opération. La racine d'une haine indélébile se trouvait là. Et regardez ça aussi. C'est l'historique de recherche internet de mademoiselle Garnier d'il y a 6 ans restauré par la cybercriminalité. Sur l'écran de la tablette que lui tendait Martel, des mots glaçants s'affichaient. Des mots-clés recherchés de manière intensive à partir de fin avril 2012, une semaine avant le crime. Achat chlorure de potassium, médicaments provoquant arrêt cardiaque utilisation, seringue médicale valise, pouvant contenir un corps éliminé odeur cadavre. Un frisson parcourut l'échine de Bernard. Ce n'était pas un crime impulsif. C'était un scénario de meurtre parfaitement calculé, préparé de longue date. Le lendemain matin, Bernard convoqua de nouveau Antoine Dubois en salle d'interrogatoire. Le visage hagard, il fixait toujours le sol. Bernard tira une chaise et s'assit si près de lui que leurs genoux se touchaient. « Docteur Dubois, était-ce vraiment un accident de votre part ?»« Oui, c'est moi qui ai fait une erreur. » Antoine répétait la même phrase comme un disque rayé. Bernard frappa la table avec une telle force qu'elle en tremblait. « Ne mentez pas, vous n'êtes même pas capable de tuer une mouche. » Un homme qui tremble comme une feuille au bloc opératoire, incapable de tenir un scalpel, aurait tué sa femme percé un mur et caché le corps. N'importe qui trouverait ça risible. Les épaules d'Antoine sursautèrent. Et si ce n'était pas un accident, si quelqu'un s'était servi de vos mains pour la tuer, si vous n'aviez été qu'un instrument, qu'est-ce que vous en diriez? Bernard le fixa droit dans les yeux, la voix, basse et menaçante. Les pupilles d'Antoine se mirent à trembler. Qu'est-ce que vous racontez? Vous n'avez été que l'outil d'un crime horrible. Ce n'est même pas vous qui avez mis le corps dans le mur, n'est-ce pas? Vous n'avez fait qu'aider ou peu, être juste surveillé. Pas vrai. Non, c'est moi qui l'ai fait, c'est moi qui ai tout fait, cria Antoine. Mais sa voix était pleine de larmes. Alors qui a créé l'espace derrière le mur? Qui a acheté le gel de silice? Qui a choisi la valise? Répondez. Sous l'assaut de Bernard, Antoine fut incapable de répondre. Son visage se tordit de douleur. C'est elle qui vous l'a ordonné, n'est-ce pas? C'est Manon Garnier qui a tout manigancé. Bernard porta le coup de grâce. Antoine haléta. Vous n'êtes pas en train de protéger la femme que vous aimez en secret. Vous protégez le démon qui vous a conduit à votre perte. Ressaisis-toi, espèce d'idiot. Des larmes se mirent à couler sur les joues d'Antoine. Il se prit le visage dans les mains et se mit à sangloter. Le barrage de culpabilité qu'il avait retenu en lui pendant 6 ans venait de céder. Sniff,
Sniff. J. Je ne savais vraiment pas qu'elle allait mourir. De l'autre côté de la vitre sans teint de la salle d'interrogatoire se tenait Manon Garnier. Elle regardait Antoine sangloter le visage impassible. Aucune larme, aucune émotion. Comme une spectatrice assistant au point culminant d'une pièce de théâtre bien rodée, son expression était parfaitement maîtrisée. Bernard, voyant le reflet du visage glacial de Manon sur la vitre, serra les poings. Une vengeance méticuleusement planifiée depuis 6 ans. Antoine Dubois n'était qu'un scalpel entre les mains de Manon. Un outil utilisé quand on en a besoin et jeté une fois rouillé. La véritable architecte souriait de l'autre côté. La femme qui, sous le masque d'un ange blanc, avait planté la lame de la vengeance de la manière la plus cruelle qui soit dans le cœur de ceux qui l'avaient piétinée. Bernard en était maintenant certain. Au début et à la fin de cette affaire, il y avait Manon Garnier, elle. 2 semaines après le début de l'enquête un matin Bernard, un document à la main se tenait devant un studio miteux du 13e arrondissement. Il sonna. Peu après, le bruit électronique de la serrure se fit entendre et la porte s'ouvrit. Manon Garnier, le visage frais comme si elle venait de se laver, accueillit les inspecteurs. Même face à ces hommes costauds qui se tenaient sur son seuil, elle ne sourcilla pas. Mademoiselle Garnier, mandat de perquisition. Bernard lui tendit le document sous les yeux. Manon le parcourut rapidement et ouvrit grand la porte. Entrez, je n'ai rien à cacher de toute façon. Mais que cherchez-vous exactement? Vous allez voir. D'un signe de tête de Bernard, l'équipe d'enquêteurs envahit le petit studio. L'endroit à l'image de sa propriétaire était impeccablement rangé. Ils fouillèrent les armoires, les tiroirs, même sous le lit, mais ne trouvèrent rien de particulier. C'est alors que le regard de Bernard se porta sur la fenêtre du balcon. Sur les rebords bien ensoleillés, une dizaine de pots de fleurs de différentes tailles étaient alignés. Des feuilles d'un vert éclatant respiraient la vie à l'exception d'un pot de ficus dans un coin dont toutes les feuilles étaient tombées, ne laissant que des branches sèches et nues. Un contraste saisissant avec les plantes luxuriantes qui l'entouraient. Bernard se dirigea vers le balcon tapotant chaque pot au passage. « Vous aimez les plantes ? Oui. Je vis seul alors ça m'occupe. C'est un plaisir de les voir grandir. Et celui-ci, pourquoi est-il comme ça? On dirait qu'il est complètement mort. » Bernard désigna le ficus desséché. Manon s'approcha et répondit d'une voix neutre. « Ah, celui-là. Je n'ai pas dû l'arroser assez. Je me dis qu'il faut que je le jette, mais je m'y suis attaché, alors je l'ai laissé. Attaché. » Bernard sentit l'épine cachée dans ce mot. Il fit un signe de tête à Martel. « Martel, vide-moi ça !» Martel posa le pot par terre et commença à creuser la terre. Les paupières de Manon tressaillirent imperceptiblement. La terre sèche tomba sur le sol. Après avoir creusé d'environ 10 cm, les doigts de Martel heurtèrent quelque chose de dur. « Chef, il y a quelque chose. » Avec précaution, Martel sortit un objet couvert de terre. C'était un petit paquet de la taille de la paume de la main, enveloppé dans du plastique noir. Une fois le plastique retiré, une ampoule en verre transparente et une aiguille de seringue usagée couverte de poussière apparurent. Sur l'étiquette de l'ampoule, les mots KCl, chlorure de potassium, étaient clairement visibles. Bernard se retourna lentement et fixa Manon. Elle restait là, les bras croisés, observant la scène toujours impassible. « Expliquez-nous, pourquoi trouve-t-on ça enterré dans votre pot de fleurs ?»« Vous y étiez attaché aussi ?» demanda Bernard en brandissant l'ampoule. Manon haussa les épaules. « Je ne sais pas. C'est la première fois que je vois ça. L'ancien locataire a dû l'oublier. La première fois, Martel, après avoir vérifié la date de fabrication au fond de l'ampoule ricana. Mademoiselle Garnier, pour mentir, il faut être cohérent. Le numéro de série de cette ampoule indique qu'elle a été produite en mai 2012. C'est un produit qui a été livré à la clinique à l'époque où vous y travaillez. De plus, selon le registre des stocks de la clinique, ce produit a disparu sans jamais avoir été utilisé. Même face à cette preuve irréfutable, Manon ne montra aucun signe de panique. Elle garda le silence un instant, puis lança comme si de rien n'était. « C'est le directeur qui m'a demandé de le garder. Je ne savais même pas ce que c'était. Le docteur. Dubois vous l'a demandé? Oui. Cette nuit-là, il m'a dit que c'était un médicament important et qu'il faudrait le cacher pour plus tard sans que personne ne le sache. Je ne suis qu'une aide-soignante, je n'ai fait qu'obéir aux ordres. » Elle trouva une échappatoire, récitant un texte qui semblait préparé d'avance. Bernard laissa échapper un rire bref et sortit des menottes de sa ceinture. « Mademoiselle Garnier, vous êtes en état d'arrestation pour homicide, recel et dissimulation de cadavres. Vous vous expliquerez au commissariat. » Clic. Le métal froid se referma sur son poignet, mais Manon ne résista pas.
1 heure plus tard au commissariat. Bernard jeta la photo de l'ampoule trouvée dans le pot de fleurs devant Antoine Dubois. « Docteur Dubois, vous vous souvenez de ça ?» Antoine prit la photo. D'abord perplexe, ses yeux s'écarquillèrent de terreur en reconnaissant la formule chimique sur l'ampoule. Ses lèvres devinrent bleues. Ce n'est pas du propofol, c'est du chlorure de potassium. Ça provoque un arrêt cardiaque. Il se leva brusquement de sa chaise en hurlant. Ce soir-là, ce que Manon m'a donné, ce n'était pas ça. Elle m'avait dit que c'était un anesthésiant. Vous voulez dire que c'est ce produit que vous avez injecté à votre femme ? Je ne savais pas, Manon. Manon a échangé les ampoules. Je voulais juste endormir ma femme, pas la tuer. Antoine s'effondra à genoux et se mit à sangloter, se griffant les mains de désespoir. Depuis 6 ans. Depuis 6 ans, je pensais avoir tué ma femme en me trompant dans le dosage. Mais de mes propres mains, j'ai injecté un poison. Sa voix se noya dans les sanglots. Il s'effondrait sous le poids de la révélation. Il n'était pas un meurtrier, mais l'instrument d'un meurtre. C'est alors que Martel, qui était parti en mission, entra en trombe dans la salle d'interrogatoire. Il tenait un vieux carnet poussiéreux. « Chef, j'ai trouvé le journal de chantier de l'agrandissement de la clinique en 2012. » Martel ouvrit le carnet et le posa devant Bernard. « Regardez la note du 4 mai, » dit Sepfero. Sur ordre de l'infirmière Manon, tous les ouvriers quittent le chantier. Rangement du matériel et permanence de nuit. Les yeux de Bernard s'illuminèrent. Elle a renvoyé tous les ouvriers. Oui, 3 heures plus tôt que d'habitude. Et ici, il y a la signature du gardien qui atteste que Mademoiselle Garnier est restée seule à la clinique jusqu'à 22 heures. Toutes les pièces du puzzle s'emboîtèrent avec un clic sonore. Manon avait profité de la dispute entre Moreau et Dubois pour renvoyer les ouvriers tromper Antoine, pour lui faire injecter le poison, et seule dans le temps qu'elle s'était ménagée, avait préparé l'espace pour dissimuler le poison-corps. Elle avait eu le temps et l'occasion parfaite. Peu après, Bernard se rendit dans la salle où se trouvait Manon Garnier. Elle était toujours assise digne, le regard fixé dans le vide. Bernard étala sur la table, une par une, toutes les preuves que l'équipe avait rassemblées. Voyons voir. L'ampoule de poison trouvée dans votre pot de fleurs. Clac. L'autorisation d'avortement que vous avez signée il y a 7 ans sous la contrainte d'Élodie Lemaire. Clac. L'historique de vos recherches Internet sur les méthodes de meurtre et de dissimulation de cadavres 1 semaine avant le crime. Clac. Et le journal de chantier qui prouve que vous avez renvoyé tous les ouvriers et êtes resté seul le soir du crime. Bernard posa ses 2 mains sur la table et fixa Manon droit dans les yeux. Mademoiselle Garnier arrêtait ce petit jeu. Toutes les preuves vous désignent. Antoine Dubois n'était que le couteau que vous teniez. N'est-ce pas ? Un silence pesant s'installa dans la salle. Seul le tic-tac de l'horloge se faisait entendre. Les épaules de Manon, qui gardait la tête baissée, se mirent à tressauter. Pleure-t-elle ? Non. Elle riait. Oufou, oufou. Manon releva la tête. Le masque de la gentille aide-soignante de la victime de l'informatrice qu'elle portait depuis 6 ans se brisa en 1000 morceaux. Un sourire macabre se dessina sur ses lèvres. Vous avez enfin compris. La police française est vraiment incompétente. Sa voix n'exprimait plus ni respect ni peur. Seulement une moquerie glaciale et une lueur de folie. Il vous en a fallu du temps. J'ai attendu 6 ans, et même quand je vous ai servi le plat sur un plateau d'argent, vous n'avez pas été capable de le manger. Les yeux de Manon brillaient d'un éclat féroce. C'était le regard d'un prédateur qui a attrapé sa proie. Elle tapota du doigt la photo de l'ampoule sur la table. Cette ampoule dans le pot de fleurs. Ce n'est pas que j'ai oublié de la jeter. C'est mon trophée. Un trophée, oui. Le souvenir d'une victoire parfaite. La preuve que j'ai écrasée sous mes pieds ce couple de médecins si fiers d'eux. Manon s'adossa à sa chaise et croisa les jambes avec arrogance. Bernard se retrouva enfin face au vrai visage du coupable. L'architecte qui cachait derrière le masque d'un ange blanc avait affûté la lame de sa vengeance en silence pendant si longues années. « Pourquoi avez-vous fait ça ? Qu'est-ce qui a pu vous transformer à ce point ?» demanda Bernard d'une voix basse et grave. Manon leva la tête et fixa la lumière du néon. Dans ses pupilles, le souvenir infernal d'il y a 7 ans refit surface. « Ça vous intéresse ? Alors écoutez. Écoutez l'histoire du jour où l'enfant que je portais a été arraché de mon ventre. L'air dans la salle d'interrogatoire était lourd, suffocant. Sous la lumière crue du néon, le visage de Manon Garnier n'était plus celui de la simple aide-soignante. Elle ouvrit lentement la bouche, libérant la haine noire qu'elle avait enfouie au plus profond de son être.
La femme qui a déchiqueté mon enfant et l'homme qui est resté là à regarder sans rien faire. Ils devaient tous les deux connaître l'enfer. Dans la voix de Manon, on pouvait sentir la colère froide qui avait mûri pendant 7 longues années. Le 4 mai 2012. Ce jour-là était le jour où elle allait briser tous les maillons de cette chaîne maudite. Le 4 mai, 2-0, un 2-2-0 heure. Une tension palpable régnait dans la salle d'opération en Oudreau, un de la clinique Le Diamant. Manon, tout en préparant les instruments chirurgicaux, tentait de calmer les battements effrénés de son cœur. Dans la poche de sa blouse, une ampoule de chlorure de potassium à haute concentration qu'elle avait obtenue une semaine plus tôt en fouillant les marchés parallèles était froide contre sa peau. Antoine Dubois, comme à son habitude, les mains tremblantes comme des feuilles tenaient une ampoule de propofol. Des perles de sueur froide couvraient son front. Manon, préparez la seringue, s'il vous plaît. Je tremble trop. Oui, docteur. La voici. Manon fit semblant de prendre la seringue vide, masquant la vue d'Antoine. En une fraction de seconde, sa main bougea avec la rapidité d'un prestidigitateur. L'ampoule de propofol sur le plateau disparut dans sa manche, remplacée par l'ampoule de chlorure de potassium de sa poche. Une dextérité acquise au fil de 6 années passées à travailler en salle d'opération. Antoine, dont le tremblement le forçait à se concentrer uniquement sur le bout de ses doigts, ne remarqua absolument rien de cet échange fatal. Sur la table d'opération, Élodie était allongée, l'air agacé. Elle fixait le plafond en harcelant Antoine. « Hé, Antoine, dépêche-toi. Je suis crevé, moi. On n'a pas le temps. D'accord, j'y vais. Calme-toi, Élodie. » Antoine, les mains tremblantes, ouvrit l'ampoule de chlorure de potassium. Le liquide transparent fut aspiré dans la seringue. Ce n'était pas un somnifère, mais le baiser de la faucheuse capable d'arrêter un cœur. Antoine piqua prudemment l'aiguille dans la veine du bras blanc d'Élodie. Le piston fut poussé et le liquide mortel commença à se répandre dans ses veines. À peine l'injection commencée, Élodie poussa un cri déchirant. Une douleur atroce, celle du chlorure de potassium qui brûlait ses veines, se propageait dans tout son bras. « Ça fait mal, mon bras brûle, c'est quoi ça ?» Élodie se débattit sur la table comme un poisson hors de l'eau. Terrifié, Antoine arrêta son geste, la seringue toujours en main. « Qu'est-ce qui se passe, Élodie ? Enlève ça. Ça fait un mal de chien. » Antoine, paniqué, voulut retirer l'aiguille. C'est à ce moment que Manon lui attrapa le poignet. « Docteur, n'arrêtez pas, c'est une douleur vasculaire. » « Quoi, une douleur vasculaire ? Oui, le propofol est trop concentré. Si vous arrêtez maintenant, elle va faire un choc et ce sera vraiment dangereux. Poussez tout vite. C'est comme ça qu'elle se calmera, cria Manon presque hystérique. C'était le coup décisif attendu depuis 7 ans. Monsieur, mais elle a si mal. On n'a pas le temps, vite, docteur, vous voulez tuer madame. Face à l'insistance glaciale de Manon-Antoine, n'eut même pas le temps de réfléchir. Les yeux remplis de terreur, il ferma les paupières et poussa le piston de la seringue jusqu'au bout. Car, Héok. Une fois la dernière goutte disparue dans ses veines, les cris d'Élodie cessèrent. Ses pupilles se révulsèrent. Le graphique du moniteur cardiaque, après s'être affolé, se mit à ralentir. Tu, tout, bip. Un son mécanique et continu déchira le silence de la salle. La tête d'Élodie retomba lourdement sur le côté. « Élodie, ma chérie. » Antoine secoua les épaules de sa femme, mais elle ne répondit pas. La chaleur de la vie avait déjà quitté son corps inerte. Qu'est-ce qu'on fait ? Elle ne respire plus, Manon, pourquoi ? Antoine, en pleine panique, tournait en rond sur lui-même. Manon le regarda de haut et dit d'une voix froide et sèche. « C'est votre erreur, docteur. Vous vous êtes trompé dans le dosage. » Quoi ? Si la police arrive maintenant, vous êtes fini. Homicide par négligence, la prison, la clinique fait faillite, votre vie est ruinée. Antoine s'effondra sur le sol et se prit la tête entre les mains. Non, ce n'est pas moi qui l'ai tué. Ressaisissez-vous. Manon gifla presque Antoine en criant. Elle pointa du doigt le bureau du directeur. Il n'y a qu'une seule solution. J'ai préparé un espace là-bas. Un espace derrière l'armoire encastrée de votre bureau. J'ai remarqué qu'il y avait un vide pendant les travaux. On la met là temporairement. Une fois que les choses se seront calmées, on la déplacera. Antoine, comme un homme en train de se noyer, fixa Manon. En cet instant, elle était la seule à pouvoir lui lancer une corde. « Tu es sûr, on ne se fera pas prendre.
Faites-moi confiance. Je m'occupe de tout, personne ne saura rien. » Face à la voix assurée de Manon, Antoine hocha la tête comme un robot détraqué. Ils enroulèrent le corps froid d'Élodie dans une bâche noire. Manon alla chercher le film plastique industriel qu'elle avait préparé et enroula le corps de dizaines de couches supplémentaires. Elle n'oublia pas de déverser le gel de silice pour empêcher les odeurs de se propager. Au prix d'un effort considérable, la lourde masse fut poussée dans la cavité étroite derrière l'armoire. Comme si Manon avait pris les mesures au centimètre près le corps, s'y inséra parfaitement. D'une main experte, elle fixa le panneau de contreplaqué et scella les joints avec du silicone. Antoine, terrifié, ne remarqua même pas que tous ces matériaux avaient été préparés à l'avance dans un coin du débarras. « Maintenant, docteur, prenez les vêtements de madame et partez. Il faut faire croire à une fugue. Qu'est-ce que je dois prendre? Prenez une grande valise, mettez-y quelques vêtements et du maquillage. Et demain matin très tôt, passez dans une supérette de nuit acheter de l'eau, des chewing-gums pour être filmé par les caméras. » D'accord. Antoine, traînant une valise vide, s'enfuit de la clinique. Manon resta seule dans la salle d'opération vide. Elle prit une serpillière et nettoya méticuleusement les traces de sang et de produits chimiques sur le sol. La seringue usagée et l'ampoule de chlorure de potassium vide furent mises à part dans un sac en plastique. Après avoir effacé toute trace, elle regarda sa montre 23h30. Manon fixa le mur du bureau du directeur et esquissa un sourire glacial. Derrière ce mur, la femme qui l'avait forcé à avorter de son enfant était emprisonné dans un silence éternel. Et l'homme qui s'était enfui était condamné à vivre pour toujours dans la prison de sa culpabilité. Le moment de la vengeance parfaite était arrivé. Le silence s'installa dans la salle d'interrogatoire, le récit de Manon terminé. Elle avait l'air soulagée, comme si elle venait de raconter un exploit héroïque. 6 ans ont passé et non seulement la clinique n'a pas fait faillite, mais elle est devenue encore plus prospère. Et Antoine, cet homme, a fini par retrouver sa tranquillité et vivre dans le luxe. Manon tordit ses lèvres en un sourire amer. Ça m'a mise en colère. Ma vie est un désastre et eux, ils vivaient comme si de rien n'était. C'était écœurant. C'est pour ça que j'ai appelé la police. Je voulais les faire tomber de leur piédestal au moment où ils étaient au plus haut. Bernard, déglutissant, demanda doucement « Qu'est-ce qu'ils vous ont fait il y a 7 ans pour que vous en arriviez là ?» Le regard de Manon vacilla un instant, puis devint aussi féroce que celui d'un serpent. « Élodie Lemaire, cette femme m'a forcé à m'allonger sur la table d'opération. La table d'opération, j'étais enceinte de 4 mois. Ce n'était pas l'enfant d'Antoine, mais elle a dit que ça nuirait à l'image de la clinique, qu'elle n'avait pas besoin d'une employée mère célibataire. Et elle m'a forcé à avorter. » La voix de Manon tremblait de rage. Ses ongles grattaient la table. Dans la salle d'opération, j'ai pleuré, je l'ai supplié de me laisser le garder, mais Antoine, cet hypocrite, est resté là à regarder les bras croisés. Un médecin qui regarde une vie se faire arracher sans rien dire. Bernard était sans voix. La profondeur de sa soif de vengeance dépassait l'imagination. « C'est pour ça que vous avez attendu 7 ans. » Oui, au début j'ai essayé de supporter. J'ai essayé d'oublier. Mais chaque jour, en voyant cette table d'opération, j'avais l'impression d'entendre les cris de mon enfant. C'était insupportable. Manon serra le poing. Ses phalanges blanchies témoignaient de sa détermination. Alors j'ai pris ma décision. Je devais accomplir une vengeance parfaite. Faire en sorte qu'Antoine soit tourmenté toute sa vie par la culpabilité d'avoir tué sa femme de ses propres mains et tué Élodie de la manière la plus douloureuse possible. Bernard sentit un frisson le parcourir. La minutie de Manon était effrayante. La lame qu'elle avait affûtée pendant 7 ans avait fini par conduire 3 vies à la ruine. Vous ne regrettez rien, votre vie se termine aussi comme ça. À la question de Bernard, Manon secoua la tête. Ses pupilles étaient calmes d'une clarté presque transparente. Pas du tout. Je leur ai juste infligé la punition qu'ils méritaient. Considérez ça comme un requiem pour mon enfant. Elle était satisfaite. Même une menotte à ses poignets semblait être une médaille. Face aux inspecteurs, Manon Garnier releva fièrement la tête et sourit. Derrière ce sourire, la vérité emprisonnée dans un mur depuis 6 ans se révélait enfin au monde. Mars 2019, cour d'assises de Paris. Le silence pesant de la grande salle d'audience fut brisé par le son du marteau du président. Bam, bam, bam. La Cour déclare l'accusé Manon Garnier coupable et la condamne à une peine de 20 ans de réclusion criminelle.
Des soupirs et des murmures parcoururent les bancs du public. Mais sur le banc des accusés, Manon Garnier restait impassible comme une statue de pierre. Le président, ajustant ses lunettes, lut le verdict d'un ton ferme. L'accusé a planifié son crime avec une grande minutie sur une longue période de 7 ans. Bien qu'elle invoque une altération du discernement, la cruauté de la méthode employée et le caractère prémédité du crime ne permettent pas de retenir cette thèse. Ensuite vint le verdict pour Antoine Dubois. La Cour déclare l'accusé Antoine Dubois coupable et le condamne à une peine de 3 ans d'emprisonnement. Bien que l'intention homicide direct ne soit pas retenue, la gravité du recel de cadavres et de la non-dénonciation de crime ne peut être sous-estimée. Antoine, comme vidé de son âme, gardait la tête baissée et tremblait de tout son corps. En sortant du tribunal, Manon Garnier monta dans le fourgon cellulaire. À travers les barreaux, elle pouvait voir le ciel bleu d'un printemps radieux. Elle le fixa, mais son regard était vide. La lame qu'elle avait affûtée pendant 7 ans avait transpercé le cœur de ses ennemis, mais ce qui restait n'était pas la joie de la victoire, mais un vide immense, comme de la cendre noire. On y va. La voix sèche du gendarme retentit et le fourgon s'ébranla dans un bruit métallique. Pendant ce temps, dans la cellule de la maison d'arrêt, où Antoine Dubois était incarcéré, des scènes étranges se produisaient chaque nuit. « Ah, va-t'en, je te dis !» Antoine se mettait à gratter frénétiquement le mur avec ses ongles. Même quand ses doigts saignaient, il ne s'arrêtait pas. J'entends du bruit dans le mur. C'est Élodie. Élodie gratte le mur avec ses ongles. Elle crie pour que je la sorte de là. Les surveillants se précipitaient pour le maîtriser, mais les yeux d'Antoine étaient déjà révulsés par la folie. Un psychiatre diagnostiqua un grave trouble de stress post-traumatique et des délires paranoïaques. Un mois plus tard, Antoine Dubois quitta la prison froide pour l'unité pour malades difficiles d'un hôpital psychiatrique encore plus froide. Il était condamné à passer le reste de sa vie à se battre contre les hallucinations auditives de sa femme. Au cœur de Paris, le bâtiment autrefois si fastueux de la clinique, le Diamant, se délabrait. L'entrée était barricadée par des plaques de tôle rouillées et l'enseigne dorée arrachée gisait sur le sol. Les passants détournaient la tête et accéléraient le pas comme pour fuir une maladie contagieuse. C'est cette clinique, tu sais, celle où ils ont trouvé un corps dans le mur. Brrr, ça donne la chair de poule, je ne veux même pas regarder. La rumeur, telle une moisissure, avait envahi et consumé le bâtiment. Cet automne-là, dans les bureaux d'une maison d'édition, le journaliste Vincent Roche, les jambes croisées sur un canapé, affichait un sourire satisfait. « Monsieur Roche, c'est un énorme succès, on a déjà vendu 100 000 exemplaires, c'est la folie en librairie », s'exclama un employé de la maison d'édition surexcité. Le livre de Vincent Roche, Le secret des murs, était en tête des ventes. Il caressa la couverture du livre fraîchement imprimé en se pourléchant les lèvres. Les gens sont incroyables. Ils adorent se repaître du malheur des autres. Quel sera votre prochain livre? Vous avez déjà une idée? Il y a une affaire intéressante qui commence à sentir bon du côté de Marseille. La tragédie des uns n'était pour lui qu'une source de profit juteuse. Décembre 2019. Le jour de la première neige, l'inspecteur Bernard posa sa démission sur le bureau du commissaire. « J'ai besoin de repos. Je suis épuisé. » 6 mois d'enquête avaient rongé son corps et son esprit. En quittant le commissariat, Bernard se dirigea comme attiré vers le quartier des affaires. Il s'arrêta devant le bâtiment de la clinique désormais en ruine. Son propre visage amaigri se reflétait dans la vitre barricadée. Il sortit de sa poche une feuille de papier froissée, une copie de l'agenda d'Élodie Lemaire, conservée comme pièce à conviction. La dernière phrase écrite d'une main tremblante lui sauta aux yeux. « M m'observe ». Bernard murmura avec amertume « Finalement, M, c'était Manon, ou un monstre qu'elle s'était elle-même créé. » Jusqu'à sa mort, Élodie Lemaire avait vécu dans la méfiance et la peur. Bernard froissa la copie de l'agenda et la jeta dans une poubelle. Il était temps de briser cette chaîne maudite. Il remonta le col de son manteau et disparut dans la foule sans se retourner. Les rues de Paris étaient toujours aussi éblouissantes. D'autres personnes en quête de leur propre désir se pressaient vers les enseignes des cliniques esthétiques et des chants de Noël s'échappaient des cafés. La mort tragique d'une femme, la vie brisée d'un homme, tout cela se noyait et s'oubliait rapidement dans le bruit de la ville. L'hiver passa et un printemps doux revint. À l'intérieur du bâtiment fermé de la clinique, le Diamant dans la salle d'opération couverte de poussière, un rayon de soleil, filtrait à travers une vitre brisée.
Là où la lumière touchait le sol près de la table d'opération dans une fissure du béton, une herbe folle avait poussé. Ses petites feuilles fragiles d'un vert tendre scintillaient sous le soleil comme pour se débarrasser de la poussière. Même sur les ruines balayées par la cupidité et la haine des hommes, la vie s'enracinait avec ténacité. La petite herbe, se balançant au gré du vent, accueillait silencieusement le printemps dans cet espace vide et silencieux. Merci d'avoir suivi cette histoire jusqu'au bout. Un commentaire pour nous dire que vous avez apprécié serait une grande source de motivation. Nous espérons que votre journée sera empreinte de lumière et de moments de sérénité. N'oubliez pas de vous abonner et de liker. Merci.